The earth is dying, everybody's crying. Where's Superman? He's looking for a phone booth. Oh. Bonjour, bienvenue pour cette seconde vidéo sur la dérive. Nous allons maintenant nous intéresser à l'impact de la dérive sur l'évolution des fréquences alléliques. Alors pour cela, on va se positionner dans un cadre simplifié avec les hypothèses suivantes. D'une part, on va considérer un seul locus avec deux allèles possibles, l'allèle grand A rouge et l'allèle petit a bleu. Ensuite, on va considérer qu'on a panmixie, c'est-à-dire un appariement complètement aléatoire des gamètes. Troisièmement, on va supposer qu'on a une taille de population qui est constante au cours du temps et qui est finie. C'est-à-dire qu'on a toujours le même nombre d'individus de génération en génération, et ce nombre d'individus, on va le noter grand NE en référence à la taille efficace, le E étant pour efficace. Et puis, dernière hypothèse, on va supposer qu'on n'a pas d'autres forces évolutives en jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sélection, pas de migration, pas de mutation. Alors, étant donné ces hypothèses, les questions qu'on se pose, c'est si on connaît les fréquences alléliques à une génération donnée, donc ici on a 5 individus diploïdes, ce qui nous fait en fait 10 allèles, et on voit qu'on a une fréquence de 80% d'allèle rouge et de 20% d'allèle bleu. Est-ce qu'on est capable de dire quelque chose sur les fréquences attendues des allèles rouges et des allèles bleus à la génération suivante? Alors plus précisément, quelles sont les questions que l'on va se poser? Alors, on va essayer de comprendre comment la dérive va influencer sur les fréquences alléliques, d'une part, et puis aussi sur les fréquences génotypiques, c'est-à-dire la manière dont les allèles s'apparient pour former les génotypes de chacun de nos individus. Et puis dernière question, est-ce que ces appariements vont favoriser ou au contraire défavoriser les génotypes hétérozygotes? Est-ce que la dérive a un impact sur le taux d'hétérozygote observé dans notre population? Alors pour répondre à ces questions, on va essayer de voir comment on peut, à partir des individus présents à une génération donnée, donc ici T-1, prédire les individus qui vont être présents à la génération suivante, à la génération T. Donc pour ça, on va considérer les individus les uns après les autres. Donc je vous rappelle qu'on fait l'hypothèse que le nombre d'individus est fixe, donc on a toujours le même nombre d'individus. Et pour chaque individu, on va tirer aléatoirement l'allèle qui est transmis à cet individu-là. Donc par exemple, pour notre premier individu, son premier allèle, on va tirer au hasard, dans les allèles présents à la génération T-1, l'allèle qui est transmis. Donc, par exemple, ici, c'est l'allèle du premier individu de la génération précédente qui a été transmis, et donc notre premier individu à la génération T a également un allèle rouge. On tire maintenant son second allèle. Cette fois-ci, c'est l'allèle du troisième individu de la génération précédente qui a été transmis, et c'est un allèle bleu. Donc on voit que notre individu, que l'on vient de créer par un tirage aléatoire, est un individu hétérozygote qui a reçu un allèle rouge de l'individu 1 de la génération précédente et un allèle bleu de l'individu 3 de notre génération précédente. On procède de la même manière pour l'ensemble de nos individus. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que certains allèles vont être transmis plusieurs fois. C'est par exemple le cas de l'allèle rouge de notre premier individu, et certains autres ne vont pas être transmis du tout. Alors ces calculs, pour passer d'une génération à la suivante, vont évidemment s'appuyer sur des calculs de probabilité. Et donc avant d'aller plus loin, je vous propose de faire quelques rappels au travers d'un exemple relativement intuitif qui va être le lancer de dés à 6 faces. Alors tout d'abord, quelle est la probabilité, quelles sont les chances de faire un 1 lorsqu'on va lancer notre dé? Si le dé n'est pas truqué, toutes les faces sont équiprobables, et donc on va avoir une chance sur 6 de faire un 1. C'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, où cette fois-ci, où le succès est je arrive à faire un 1, et j'ai une probabilité de 1 sur 6 pour ce succès, et les autres sont des échecs puisque je n'ai pas fait un 1. Maintenant, quel est le nombre de lancers qu'il va nous falloir faire en moyenne pour faire un 1? Dans certains cas, on va arriver à faire un 1 dès le premier lancer, donc on va le faire en un coup, et puis dans d'autres cas, on va avoir moins de chance, il va nous falloir faire 7, 8, 9 essais peut-être avant d'arriver à faire notre 1. Et en moyenne, je pense que vous pouvez facilement vous convaincre que le nombre de lancers qu'il va être nécessaire de faire va être en moyenne de 6. Alors si vous n'en êtes pas complètement convaincu, on peut essayer de regarder ça de manière un petit peu plus mathématique, en considérant un cas où on va faire un nombre n très grand de lancers. Alors dans ce cas-là, le nombre de 1 que l'on va faire dans ces lancers, donc le nombre de fois où notre dé fait un 1, c'est notre nombre de lancers divisé par le temps moyen, donc le nombre moyen de lancers qu'il nous faut pour faire un 1.
Si j'ai fait 1000 lancers et qu'en moyenne je fais un 1 tous les 10 coups, ben, j'ai fait 101. Alors on peut réécrire cette équation de manière très simple en disant que finalement le temps moyen pour faire un 1, c'est n divisé par le nombre de 1 que l'on a fait. Et ça, on voit qu'en fait c'est l'inverse de la probabilité de faire un 1. Donc comme on a une probabilité de 1 sur 6 de faire un 1, on voit bien que le nombre moyen de lancers qu'il va nous falloir pour faire un 1, notre temps moyen pour faire un 1, va être égal à 6. Maintenant, quelles sont les chances de faire un double 1? Si on fait un double 1, ça veut dire qu'on a fait un 1 avec le premier dé, pour ça on a une probabilité de 1 sur 6, et puis on a aussi fait un 1 avec le second dé, donc, à nouveau avec une probabilité 1 sur 6, donc au total, ça nous fait 1 sur 6 fois 1 sur 6, 1 sur 36. Là aussi, on peut s'en convaincre en faisant cette fois-ci un arbre de décision. Donc on va regarder l'ensemble des possibilités. On a 6 possibilités pour le D1. Ça peut être soit un 1, soit un 2, soit un 3, soit un 4, soit un 5, soit un 6. Et pour chacune de ces possibilités, on peut faire 6 résultats différents avec le D2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au total, on a donc 6 fois 6, 36 possibilités. Et la seule qui nous intéresse correspond au cas où on fait un 1 à la fois avec le premier dé et avec le deuxième dé. Donc parmi les 36 possibilités, il n'y en a qu'une qui correspond à notre succès, et donc les probabilités de ce succès, de faire un double 1, sont de 1 sur 36. Enfin, quel est le nombre de 1 qu'on va faire en moyenne avec 4 dés? Eh bien, en fait, les lancers des dés sont indépendants. Le fait qu'un dé tombe sur une certaine face n'influence pas du tout sur quelle face l'autre dé va tomber. Et donc, en fait, c'est des épreuves de Bernoulli indépendantes. On est donc dans le cas d'une loi binomiale. Et notre nombre de 1 va suivre une loi binomiale avec deux paramètres, n et p, p la probabilité de succès et n le nombre de fois où l'épreuve est répétée. Et donc l'espérance, c'est simplement le nombre de fois où on fait l'expérience multiplié par la probabilité d'avoir un 1 dans l'expérience. Donc ici, n va être égal à 4, puisqu'on a 4 dés, donc on répète 4 fois l'expérience. Même si on lançait 4 dés en même temps, c'est comme si on les lançait successivement. En fait, c'est 4 expériences complètement indépendantes. Et p est égal à 1 sur 6, la probabilité de faire un 1 avec un dé. La variance, quand c'est pour une loi binomiale, est simplement égale à n, le nombre de tirages, multiplié par p1 moins p, p étant la probabilité de succès, 1 moins p, du coup la probabilité d'échec. Donc maintenant, si on s'intéresse non pas à x, le nombre de 1 qu'on a obtenu avec nos 4 dés, mais à la fréquence des 1 parmi ces 4 dés, on va considérer non pas x, le nombre, mais x sur n, la fréquence. Et l'espérance, quand on multiplie notre variable par une constante, c'est simplement la constante, donc dans notre cas 1 sur n, que multiplie l'espérance de la variable de départ. Comme notre espérance de x c'était np, on obtient donc 1 sur n fois np, et les n peuvent se simplifier, ce qui nous donne p. L'espérance de la fréquence est donc égale à la probabilité. Maintenant, si on regarde la variance, cette fois-ci, il faut prendre la constante au carré, donc 1 sur n au carré, que multiplie notre variance. Et comme notre variance est égale à np sur 1 moins p, on peut là aussi simplifier le n, et on obtient donc que la variance de x sur n va être égale à p, facteur de 1 moins p, divisé par n. Donc si on revient à notre population d'individus diploïdes, on a maintenant tous les éléments mathématiques en main pour calculer la manière dont la fréquence allélique d'un allèle va varier au cours des générations.
Donc si on note par exemple P0 la fréquence de l'allèle grand A rouge au départ, et P1, P2, P3 ces fréquences après 1, 2, 3 phases de reproduction, donc 1, 2, 3 générations suivantes, la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'on est capable d'estimer P en fonction de notre fréquence de départ? Et est-ce qu'on est capable de quantifier la qualité de cet estimateur, c'est-à-dire d'estimer la variance avec laquelle on a estimé nos fréquences? Alors pour répondre à cette question, il faut bien voir que pour passer d'une génération à la suivante, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chacun des allèles de notre génération T, et pour chaque allèle, on va se poser la question, est-ce que c'est un allèle rouge ou est-ce que c'est un allèle bleu? Et ça va être un allèle rouge avec la probabilité P0, et un allèle bleu avec la probabilité 1 moins P0. Et on va faire ça pour le premier allèle, le deuxième allèle, etc. Donc pour les deux NE allèles. Donc finalement, le nombre d'allèles rouges qu'on va avoir à notre première génération, donc x1, le 1 c'est pour première génération, ça va suivre une loi binomiale, exactement comme ce qu'on vient de voir sur nos lancers de dés, avec deux NE tirages et une probabilité de succès, le succès étant avoir l'allèle rouge, qui est égale à P0. Donc l'espérance, le nombre moyen d'allèles rouges qu'on va avoir à notre génération 1, eh bien c'est simplement 2NE P0, exactement comme ce qu'on a vu sur les dés. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment x1, c'est plutôt l'espérance de P1, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle rouge à la génération 1, mais on a vu que ça, c'était simplement l'espérance de x1 divisé par le nombre d'allèles qu'on est en train de regarder, c'est-à-dire 2NE, et donc on retrouve 2NE-P0 sur 2NE égale P0. Donc l'espérance de P1 en fait est égale à P0. Alors de la même manière, on peut montrer que l'espérance de P2 va être égale à l'espérance à P1, et donc à P0, etc., etc. Donc finalement, l'espérance de P, quelle que soit la génération que l'on considère, est égale à P0. Alors maintenant, pour la variance. Donc on a le nombre d'allèles rouges à notre génération T plus 1, qui suit toujours une loi binomiale, avec 2n tirages et une probabilité de succès égale à sa fréquence à la génération précédente. La variance d'une loi binomiale, on vient de la voir, c'est simplement le nombre de tirages, donc 2NE, multiplié par la probabilité de succès fois la probabilité d'échec. Maintenant, si on s'intéresse non pas au nombre d'allèles rouges, mais à leur fréquence, ce qui nous intéresse, c'est la variance de xt plus 1 sur 2NE. Donc le nombre d'allèles rouges divisé par le nombre d'allèles nous donne la fréquence des allèles rouges. Et comme on est au niveau de la variance, la constante va passer au carré, donc c'est 1 sur 2NE au carré fois la variance de xt plus 1. Donc la variance de P de t plus 1 est finalement égale à 2NE P de t facteur de 1 moins P de t. Donc ici j'ai remplacé ce terme-là par ça, divisé par le 2NE carré. Et on voit que les 2NE se simplifient. Et donc au final, la variance de P de t plus 1 va être égale à P de t, facteur de 1 moins P de t, divisé par 2NE. Donc ce qu'on peut noter dans cette expression de la variance, c'est qu'elle est directement liée à l'inverse de la taille de la population. Et donc, plus la population va être petite, donc avec une valeur de n faible, plus la variance va être grande. C'est-à-dire qu'on va avoir des amplitudes dans les fréquences de nos allèles d'une génération à l'autre qui va être d'autant plus grande que la taille de la population est petite. Ce qui se comprend assez bien, si vous avez simplement une dizaine d'individus, ben, il est fort possible que par le biais de l'aléatoire d'un tirage,
tous vos individus ne possèdent plus qu'un seul allèle, donc soit tout bleu, soit tout rouge, alors qu'au contraire, si vous avez une population de 10 000 individus et une fréquence d'allèle qui est autour de 0,6, ben, on ne s'attend pas à ce qu'on s'écarte énormément de cette probabilité de 0,6, c'est la loi des grands nombres qu'on retrouve. Les variations sont d'autant plus grandes que les tirages sont faibles, et donc c'est exactement ce qu'on voit dans cette expression de la variance.